Bonjour tout le monde. On va commencer. Donc, les personnes qui restent encore debout, je vous demanderai d'aller prendre place. Bonjour à tous. Mon nom est Olivier. Je suis coordonnateur à la table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida, la TOMS. Et aujourd'hui, je suis là comme membre du FRACA pour vous souhaiter la bienvenue, vous donner quelques petits trucs, puis ensuite, on se lance dans l'échange. Alors, le FRACA, le Front régional d'action communautaire autonome, on a décidé d'organiser cet échange-là aujourd'hui. Mon débit est rapide, je vais ralentir pour l'interprétation LSQ. Voilà. Donc, on a décidé d'organiser l'échange électoral aujourd'hui suite à la mise à jour de la plateforme de revendication Notre ville, nos droits qu'on a fait au printemps passé. Après des ateliers, les groupes nous ont demandé OK, cool, on a mis une plateforme à jour, qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis la réponse a été il y a des élections municipales qui s'en viennent, donc organisons une discussion avec des partis, des représentantes des partis dans le cadre des élections municipales. Donc, petite note de housekeeping, l'échange aujourd'hui, il est filmé, il va être disponible par la suite sur les réseaux sociaux du FRACA, ou en tout cas, on est en train de trouver comment il va être disponible, mais il va être disponible sur Internet dès la semaine prochaine, normalement, en amont des élections. Et on a aussi une personne qui est disponible pour aider à l'accessibilité si jamais vous avez des besoins, genre eau, café, quelque chose comme ça. Anaïs, je ne te trouve pas. Anaïs est en arrière, donc quelqu'un peut aller faire signe à Anaïs et elle viendra vous donner un coup de main. Ensuite, petite notice importante, on a un temps limité de midi à 2. On a eu beaucoup de questions sur la plateforme d'inscription et on avait déjà, évidemment, mis la plateforme à jour. Donc, il y a certaines questions qui vont être posées aujourd'hui qui sont issues de la plateforme Notre ville, nos droits. Il y a d'autres questions qui ont été présélectionnées pour être posées aujourd'hui. Les autres questions, on pourra les transmettre directement aux partis pour espérer une réponse, mais on arrive proche des élections, donc ils feront... on espère obtenir une réponse, mais donc elles ne seront pas perdues. On va pouvoir les envoyer quand même et tenter d'obtenir des réponses sur toutes vos questions. Sur ce, je vais passer la parole à Eliane, qui est notre animatrice du jour. Eliane est fondatrice de Bêtes féroces et va assurer l'animation de tout l'échange. Merci. Bien, merci beaucoup, Olivier. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci beaucoup aux candidates et candidats d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter tout de suite, puis après, je vais faire une brève présentation du déroulement. Donc, tout d'abord, nous avons Mme Caroline Brown, candidate à la mairie d'Outremont pour Ensemble Montréal, avocate engagée depuis plus de 15 ans pour l'accès à la justice et la défense des populations vulnérables. Mme Brown est native d'Outremont, où elle élève ses 2 enfants et souhaite apporter une vision moderne, humaine et inclusive. Actuellement conseillère d'arrondissement dans Outremont, district Jeanne Sauvé, elle est notamment co-porte-parole en matière de réconciliation autochtone et de gouvernance et d'éthique et siège au CA de la SDC dans Laurier-Ouest. Forte de ses études en droit et de son désir d'implication, Caroline Brown est aussi bénévole dans divers organismes prônant l'accessibilité à la justice. Elle a entre autres siégé au conseil d'administration de la clinique Droit Devant et a été avocate pour la clinique juridique itinérante. Profondément ancrée dans sa communauté, elle s'implique dans de nombreux organismes et initiatives locales pour un Outremont plus beau, démocratique et solidaire. Merci d'être avec nous. Nous avons ensuite M. Craig Sauvé, candidat à la mairie de Montréal pour Transition Montréal. M. Sauvé est conseiller municipal du Sud-Ouest depuis 2013 et maire suppléant de l'arrondissement depuis 2021. Militant de longue date pour le transport en commun et l'habitation abordable, il a notamment été vice-président de la STM et du comité logement social de la communauté métropolitaine de Montréal. Engagé pour la protection des espaces verts, le bien-être animal et les petites entreprises locales, Craig est reconnu pour son approche communautaire et son écoute des citoyens et citoyennes. Résident du Sud-Ouest depuis 1998, il s'est aussi présenté sous la bannière du NPD aux élections 2024-2025 dans la Salle-et-Mort Verdun. Merci d'être là. Et
La dernière et non la moindre, Madame Josefina Blanco, candidate comme conseillère de la ville dans Rosemont, petite patrie, avec Projet Montréal. Originaire d'Argentine, Josefina Blanco a vécu en Espagne et aux Pays-Bas avant de s'établir à Montréal à la fin de sa vingtaine. Soutenue à son arrivée par le milieu communautaire, elle s'y est rapidement engagée à son tour, soucieuse de redonner à la ville qui l'avait accueillie. Élue conseillère d'arrondissement du district de Lorimier en 2017, sous la bannière de Projet Montréal, elle siège sur les commissions de la sécurité publique, la commission du développement social et de la diversité montréalaise, et elle est depuis 2021 membre du comité exécutif. Travailleuse sociale de formation, elle met son écoute et sa pédagogie au service des citoyens et citoyennes pour expliquer les décisions et projets municipaux, tout en continuant d'apprendre et de se remettre en question. Merci d'être là. Donc, comme je disais, je vais leur céder la parole dans un tout petit moment, simplement pour vous exposer le déroulement. Donc, le débat va durer un maximum de 2 heures. On a 6 thématiques. Pour chaque thématique, on va avoir 2 questions, comme le disait Olivier. Donc, une question issue de la plateforme du Fracas et une question issue des questions du public là, qui ont été déterminées d'avance. Les candidats et candidates vont avoir chacune 1 minute 30 pour répondre aux questions. Il n'y a pas de droit de réplique, puis les tours de parole ont été prévus d'avance là, pour s'assurer d'une équitabilité. Puis finalement, on a un premier tour de parole qui, lui, dure 3 minutes, un petit peu plus long. Puis on a tiré le tour de parole au sort pour s'assurer justement que ce soit équitable. Donc, chaque partie aura 3 minutes pour présenter son parti et sa plateforme. Et donc, la première prise de parole, c'était Madame Brown. À vous la parole. 1, 2, 1, 2. OK. Alors, bonjour. D'abord, j'aimerais vous dire que c'est mon premier débat, donc un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Surtout que je suis un peu intimidée d'être à côté de Craig Sauvé. Voilà. Alors, le temps file. Il ne faut pas que je niaise trop, c'est ça? Bon, je m'appelle Caroline. Moi, je suis déjà élue avec Ensemble Montréal à Outremont. Ensemble Montréal, c'est l'opposition officielle présentement à l'Hôtel de Ville. Aref Salem était le chef de l'opposition. Maintenant, c'est Soraya Martinez-Ferrada qui est la candidate à la mairie qui va croiser le fer avec Craig le 2 novembre. Et notre parti a une plateforme qui se décline sous plusieurs thèmes. Je vais essayer de vous faire un résumé très, très haut niveau de la plateforme. Mais un des grands chantiers, c'est de mieux gérer les chantiers actuellement dans Montréal, d'avoir une vue peut-être un petit peu plus de recul, de mieux organiser les chantiers, de mieux les prévoir, de coordonner tous les acteurs ensemble pour que ce soit plus agréable pour l'expérience montréalaise. Un des deuxièmes chantiers, c'est améliorer le sentiment de sécurité dans la ville. Donc, on a vu dans les récents sondages que 2 personnes sur 3 se sentent moins en sécurité, entre autres dans le métro à Montréal, dans les dernières années. Donc, c'est une perception qui semble assez ressentie chez plusieurs personnes, grande partie de la population. Donc, ça, c'est un autre des grands chantiers de Ensemble Montréal, donc améliorer le sentiment de sécurité sur l'île. Un autre, évidemment, c'est on fait face depuis plusieurs années à une crise humanitaire immense en termes d'itinérance. C'est bon, je suis correct, moitié de fait. C'est bon. On a vu une augmentation énorme du nombre de personnes en situation d'itinérance, plus juste au centre-ville de Montréal. Donc, c'est une crise humanitaire qui va être la priorité, je pense, pour l'ensemble des administrations ou peu importe qui va être élu, mais pour nous, c'en est une également. Donc, c'est un grand chantier qu'il va falloir adresser le plus rapidement possible. Par ricochet, adresser la crise du logement également. On manque de logements abordables, mais on manque de logements tout court. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir être créatif, il va falloir être flexible pour pouvoir avoir des meilleurs résultats de ce qu'on a eu dans les dernières années. Et aussi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais notre slogan, c'est « Écouter et agir », être une administration à l'écoute, essayer d'améliorer la participation citoyenne, que les gens soient moins cyniques face aux politiciens, mais également à la vie politique, à la vie démocratique. Donc, avoir une meilleure écoute, accepter des fois que peut-être qu'on pense qu'on a raison, mais qu'on n'a pas raison, puis favoriser la participation citoyenne. Chers amis, il me reste 14 secondes, c'est terminé. Merci beaucoup, Madame Brown. Monsieur Sauvé, c'est à vous.
Donc, bonjour tout le monde. Craig Sauvé, candidat à la mairie avec Transition Montréal. Mais merci beaucoup, chers collègues, d'être là aussi. Moi, je suis intimidé par votre expertise aussi. On a un avocate là, qui a défendu, plaidé 15 ans, je pense. Puis là, Josefina, qui a été quand même responsable du comité exécutif pour les dossiers communautaires. Donc, quand même des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Donc, beaucoup de respect pour vous aussi. On pensait à Transition Montréal qu'il fallait voir le chef ici, c'était voulu, mais je veux dire, on a quand même des très, très bons candidats et candidates dans tous les quartiers de Montréal. Des gens qui sont des travailleurs, travailleuses sociales, des gens qui travaillent dans le communautaire, des artistes, des syndicalistes. On a un chauffeur d'autobus, on a de toutes sortes. On a de toutes sortes dans notre parti. Donc, mais content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de parler moins vite. Quand je suis nerveux, je parle vite. Transition Montréal est un mouvement citoyen. C'est pas moi qui l'ai fondé, Transition Montréal. C'était un groupe de personnes qui se disent ça, juste 2 partis principaux à l'hôtel de ville, c'est pas aidant pour des discours démocratiques à Montréal. Puis ça se voit d'être un rejet du statu quo dans ce sens également. Donc, quand ils m'ont approché, Transition Montréal, de peut-être devenir candidat ou même candidat à la mairie de Montréal, on a commencé des discussions de voir comment ça pourrait vraiment représenter la voie progressiste et des items qui ne sont pas sur l'agenda actuellement dans cette campagne électorale. Notre analyse, c'était que cette campagne allait être discutée autour du centre de l'aspect politique, mais il y a beaucoup de choses à gauche qui méritent d'être discutées également. Donc, on était le premier parti qui propose carrément de taxer les ultra-riches. Donc, ça, c'était la première chose qu'on a annoncée lors de notre début de campagne, le 17 juillet. On est le seul parti qui propose de fighter littéralement contre la privatisation de la ville avec notre projet d'Infra-Montréal. C'est quoi exactement? Beaucoup de nos contrats de travaux publics sont faits par le privé. On va faire beaucoup plus par le public. Moins de corruption, moins cher, plus de contrôle sur les chantiers. Aussi, le seul parti qui parle d'une vraie réforme démocratique pour ajouter la proportionnalité dans les arrondissements, pour avoir plus de voix autour de la table. On voit en Irlande, en Pays-Bas, d'autres pays, beaucoup d'idées progressistes passent par la réforme électorale parce qu'il y a plus de partis qui peuvent être représentés. Donc, très intéressant. On est le seul parti qui a proposé également de vraiment mettre en place une société paramunicipale de construction pour les logements sociaux. Ça s'appelle Bâtir Montréal. Ça va coûter moins cher juste pour lier les 2 bouts de Cavendish. Donc, on peut le faire, c'est très faisable. Donc, nous, on pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour rendre Montréal beaucoup plus progressiste, beaucoup plus intéressante et démontrer un leadership à travers le Québec et à travers le Canada. Donc, c'est pour ça qu'on est là, puis on espère que cette campagne va aider à passer des idées comme ça, puis on espère être une forte présence lors du prochain conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. La parole est à vous, Mme Blanco. Oui, merci beaucoup. À mon tour de remercier les FRACA pour l'organisation de ce débat, de vous remercier d'être là avec nous. Craig, Caroline, très contente de participer à cet échange avec vous. La présentation plus personnelle a été faite. J'ajouterai quelques éléments parce qu'en fait, je vous dirais que peut-être que si je suis là, c'est beaucoup grâce à vous, beaucoup grâce aux communautaires. Ça a été nommé, vous l'entendez quand je parle. Moi, je suis arrivée ici à la jeune âge adulte. J'avais 27 ans. J'ai eu mes enfants ici, femmes immigrantes qui ne parlaient pas le français. Donc, vous en doutez bien que dans mon parcours d'immigration, les communautaires a été aux premières loges. C'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer quand je me considérais prête à aller chercher du travail. Et ces contrats sociaux que j'avais avec Montréal, avec Québec, je voulais les remercier, je voulais les honorer en commençant à faire du bénévolat. Et je l'ai fait un peu partout, avec des femmes immigrantes, des femmes latino-américaines, avec la jeunesse. Et j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans des instances. Je suis allée en conseil d'arrondissement autour de 2015, dans le plateau Mont-Royal. J'étais bouleversée par l'instance municipale, par la proximité de cette politique. En 2015, je suis devenue citoyenne canadienne. 2016, je suis devenue membre militante des Projets Montréal. Et en 2017, j'étais élue pour la première fois et réélue en 2021. Pourquoi avec Projet Montréal? Parce que Projet Montréal, c'est un parti qui est fait par et pour les citoyennes. Ça a toujours rejoint mes valeurs et donc j'étais vraiment contente de faire partie de ce mouvement et je suis toujours fière de continuer à l'être. J'ai participé activement à que notre parti ressemble de plus en plus à la population montréalaise. On est un parti progressiste, féministe et écologiste
et on est une partie qui a l'expérience de pouvoir agir, et on est une partie qui a le pragmatisme de prendre des décisions. Donc, je suis toujours fière d'être avec cette partie qui se bat pour la justice sociale, des valeurs de diversité, d'inclusion, de reconnaissance de peuples autochtones. Il ne faut jamais oublier ça. Et très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler des principaux sujets qui vous intéressent. Mais bien sûr, pour notre partie, les logements et la crise des personnes en situation d'itinérance est une grande priorité. On parle aussi des quartiers à échelle humaine, les quartiers qui ont développé où on peut vivre et on peut trouver les services dont on a besoin. Pas plus loin que 15 minutes, on continue à parler des services aux citoyens, à comment on fait en sorte qu'on peut rendre des services de qualité, simplifier les processus. Et bien sûr, on est une partie, je l'ai dit, écologiste, donc on continue à travailler pour une ville résiliente. Merci beaucoup. Oh, je suis rentrée dans le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes très respectueuse du temps. Ça commence super bien. Donc, dans un contexte où le coût des loyers a explosé, forçant certains locataires à payer jusqu'à 80% de leurs revenus pour leur logement, dans un contexte où les logements qui sont disponibles, qui sont salubres, adaptés et accessibles sont encore largement insuffisants, et où les ressources d'hébergement d'urgence débordent, c'est certain que la question du droit au logement est centrale à cette campagne électorale municipale. On démarre donc le bloc droit au logement, dont la première question sera posée par Carl Lafrenière du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Oui, je pense que le micro est là. Donc, je vais inviter Carl du FRAPRU à poser la question au nom du FRACA. En fait, la question se lit comme suit. Alors que la crise du logement s'aggrave, que les gouvernements provinciaux et fédéraux se défilent en finançant des projets hors marché, inaccessibles financièrement pour trop de locataires, de quelle manière votre administration s'engage-t-elle à protéger les locataires et à augmenter l'offre en logements sociaux? On commence avec Mme Caroline Brown. C'est le même ordre que tantôt, mais c'est un hasard. C'est toujours moi la première. C'est une super bonne question. J'ai des réponses, mais avant, je veux juste dire que c'est sûr que l'augmentation de la valeur foncière des immeubles de 38 % n'aide pas à l'augmentation du coût des loyers. Donc, Ensemble Montréal a l'intention de d'abord soutenir le registre des loyers de Vivre en ville. Ça, c'est une première chose qui devrait aider. On a l'intention également de prioriser les projets de logements abordables et communautaires. On a l'intention d'abolir le règlement 20-20-20. Pour l'instant, pour être moi-même élue dans un arrondissement, ce que j'ai constaté, c'est que les promoteurs payent au lieu de construire du logement. Donc ça, les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a également l'intention de créer un fonds pour l'abordabilité. Et on a l'intention d'augmenter les incitatifs, donc en diminuant le coût des permis qui, pour les immeubles à logement, peut être exceptionnellement élevé, ainsi que l'occupation du domaine public, donc en les abolissant complètement, les projets à caractère sociaux auraient une opportunité de construire plus et mieux. C'est ça pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Mme Brown. La parole est maintenant à Mme Josefina Blanco. Oui, merci beaucoup pour la question, fort pertinente. Je l'ai dit d'entrée quand je me suis présentée, c'est la priorité numéro 1 pour notre parti politique. Et je vais aller un peu en rafale avec certaines mesures, mais je vous invite à consulter la plateforme parce qu'il y a une vingtaine d'initiatives. Nous, c'est sûr qu'on veut être exemplaire, puis on veut lancer les chantiers les plus ambitieux en termes de logement. Ça fait pas longtemps que la Ville de Montréal l'a fait pour la première fois. On a racheté 700 logements abordables à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces. Ce sont des stratégies qu'on veut continuer à mettre en place. Ce sont 700 familles qui ont été sauvées de la spéculation immobilière. Donc, on est très, très fiers. Puis, c'est quelque chose qu'on a fait, puis on va continuer à refaire. Et sauver et racheter les maisons de chambre. Souvent, c'est le dernier rempart avant que les personnes
tombent en situation d'itinérance. Et ces mesures préventives, on va continuer à les faire, que ce soit interdire changer la vocation des maisons de chambre ou même les rachats directs. On veut bonifier le soutien que les locataires qui souffrent d'éviction qui puissent profiter d'un meilleur accompagnement des A à Z dans un processus qui est stressant, qui est difficile. J'en témoigne pour avoir passé à travers ça. Et on veut vraiment continuer à soutenir les comités logement qui jouent un rôle essentiel avec, oh my God, avec la promotion des droits citoyens. Merci beaucoup, Madame Blanco. Monsieur Sauvé, à vous le mot de la fin. Régler la crise du logement dans 1 minute et demie. Donc, juste pour commencer notre analyse à Transition Montréal, on n'accepte pas les arguments de la Corpic qui disent ben c'est juste la rareté, c'est juste pas assez de privé pour régler la crise du logement. Là. Le problème, c'est la financiarisation du logement. C'est ça le problème. Donc, la seule manière de contrer ça, c'est d'avoir beaucoup plus de logements à l'extérieur du marché spéculatif. Donc, nous, on veut concrètement construire et investir massivement dans la création du logement communautaire, logement coopératif, des OBNL. Ça, il faut le faire. Oui, acheter ce qui existe et le socialiser, mais de créer de nouveaux. Comme j'ai mentionné, Bâtir Montréal, c'est notre proposition de vraiment créer une OBNL en construction pour construire du logement. Donc, ça, c'est une affaire. Aussi, pour protéger les locataires qui sont déjà logés comme il faut, on propose une banque d'aide au loyer. Donc, c'est-à-dire les personnes qui ont misère d'arrondir leur mois avec leur loyer, on propose des microcrédits jusqu'à 10 millions de dollars. Donc, pour au moins 3 mois de couverture pour les locataires qui sont en trouble. Également, on veut mettre en place un registre des loyers via comment ça s'appelle, un permis de propriétaire qui était proposé mais pas mis en place par la dernière administration. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut le mettre en place. Et également, bannir Airbnb. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. Donc, la deuxième question va être une question qui avait été soumise par le public. Elle sera posée par Xavier-Philippe Beauchamp du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles et Intercept. Ah oui, c'est ça. Est-ce que tout va bien pour les interprètes? Le rythme, c'est bon? Oui, merci. C'était la question que je voulais poser. Oui, donc le CSSDM, il y a 2 ans, a évincé le PEC dans Hochelaga Maisonneuve. L'an dernier, ils ont poursuivi Solidarité Annecy. Cette année, ils poursuivent le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Ils ont clairement fait savoir lors de représentations qu'ils voulaient se départir de leur parc immobilier excédentaire. Cette situation-là fragilise le milieu communautaire dans son entièreté. Pourtant, le CSSDM, c'est un organe public. Comment votre administration va-t-elle se positionner face au CSSDM, en particulier dans la gestion des locaux communautaires? Merci beaucoup. La parole est à Mme Josefina Blanco. Oui, merci beaucoup pour la question fort pertinente. Je parlais tout à l'heure des quartiers à 15 minutes. Puis, dans les écoles, les communautaires font partie de ces services essentiels. Il ne faut pas jamais les mettre en opposition ou en contradiction. Malheureusement, au niveau municipal, on n'a pas tous les leviers. J'aimerais avoir ces pouvoirs-là. Mais c'est sûr qu'on va continuer à jouer un rôle de premier plan, d'intermédiaire. Et surtout, il y a une complexité qui n'est pas facile entre le ministère de l'Éducation et la CCSDM. Donc, c'est clair qu'on va continuer. On l'a fait dans le passé à Projet Montréal. On va continuer à le faire, à défendre et à trouver des solutions. On comprend qu'il y a un repositionnement peut-être du côté des missions de la CCSDM, mais il faut que jamais ça soit au détriment des services et de la diversité en fait, des services que le communautaire offre à notre population. Merci. Merci beaucoup. Madame Blanco, la parole est à Monsieur Sauvé. Merci pour la question. On se connaît parce que je suis le conseiller de ville de la Pointe. Donc, on connaît très bien ce qui se passe avec les centres d'éducation populaire, Solidarité Annecy et autres. C'est là où on a beaucoup misé, on parle beaucoup de courage, là, c'est le mot clé de notre slogan, mais l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il faut se battre là, ouvertement et publiquement, et avec plus vocal, plus de force, le gouvernement du Québec qui ne fait pas sa job. Franchement, c'était le ministre Drainville qui a complètement ignoré les demandes. À chaque fois, vous étiez sauvé la dernière minute. Puis là, c'est Madame la ministre Lebel aussi qui a l'éducation.
Donc, il faut mettre la pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il vous stabilise financièrement, puis qui interviennent pour peut-être acheter des bâtiments, vous léguer des bâtiments, léguer ça à la ville. Faites de quoi pour stabiliser, parce que les services qui sont offerts par ces groupes-là, par les centres d'éducation populaire, sont tellement importants pour les gens qui ont besoin de plus de, comment je peux dire, de socialisation, de l'éducation, accès à une communauté. C'est comme le développement social par excellence. Puis vous travaillez tellement fort et vous donnez tout votre cœur et âme là-dedans. Donc, de voir comment il y a comme une incapacité du gouvernement du Québec de reconnaître le travail essentiel que vous faites, ça me dépasse. Donc, il faut vraiment aller au front. Je veux voir une administration municipale qui va fighter frontalement le gouvernement du Québec là-dessus. Merci beaucoup, M. Sauvé. Le mot de la fin est à vous, Mme Brown. Merci. C'est une bonne question. C'est fou qu'on soit en train de se battre alors qu'on veut toute la même chose, mais on l'a vécu, nous, à Outremont également. Moi, je siégeais sur le CA d'un CPE, puis le centre de service voulait nous évincer. C'est tous la même mission, là. Mais comme élu, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on est allé s'asseoir avec le centre de service, essayer de communiquer, collaborer, essayer de comprendre c'était quoi l'enjeu, parce qu'il y avait aussi l'histoire des ententes réflexes qui a été semblable. Tout d'un coup, le gouvernement a mis la clé dans les ententes réflexes, mais il y a des centaines ou des milliers d'enfants qui avaient besoin des gymnases dans les écoles pour participer à leurs activités. Donc, c'est de s'asseoir avec eux, de collaborer, de discuter, de négocier, parce qu'on a des choses, la ville, qui sont intéressantes également pour le centre de service. Nous aussi, si on veut jouer la ligne dure, on peut couper également. Donc, c'est de négocier comme ça. Et une parenthèse, à Outremont, on est un des seuls arrondissements qui offre gratuitement les locaux pour le tissu communautaire. Donc, nous, on loge nos organismes gratuitement dans nos immeubles, sans leur faire payer, et c'est une forme de reconnaissance, mais c'est également une forme d'acquis financier parce qu'on offre le loyer gratuitement. On a des organismes de Côte-des-Neiges également qu'on accueille chez nous. À la Ville de Montréal, on est un propriétaire immobilier avec environ une centaine de bâtiments inutilisés actuellement. Puis, on a des organismes communautaires qui crient parce que le centre de service veut les évincer. Est-ce que c'est normal que nos bâtiments soient vacants et inutilisés en ce moment? La réponse est non. Soyons plus flexibles, moins bureaucrates. Hop là, c'est ça. Merci. Merci beaucoup à vous trois. C'est ce qui met fin à la section droit au logement. On passe au prochain bloc. Dans leur plateforme, les membres du FRACA soulignent que les coûts élevés du transport en commun freinent les déplacements des personnes dans une situation de précarité. Ils soulignent également que ces infrastructures sont trop rarement accessibles universellement, tout comme les infrastructures piétonnes, ce qui exclut et isole les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Tout ça, c'est sans compter le fait que le partage de la voie publique entre piétons, vélos, voitures est pour le moins difficile et le harcèlement de rue qui contraint de trop nombreuses femmes, personnes racisées, de la diversité sexuelle ou de genre à s'exclure, à restreindre leur occupation de l'espace public. Pourtant, tout le monde a droit à la mobilité. On passe donc à notre première question dans le bloc mobilité avec Nicolas Lemieux du Comité des sans-emploi qui va poser une question issue du public. Bonjour. Aujourd'hui, je suis délégué pour le Mouvement pour un transport public abordable, le MTPA. Alors, au MTPA, on milite pour une tarification sociale basée sur le revenu depuis 2012. Selon nous, là, un peu comme tel qui a été déclaré par la TROVEP, le droit à la mobilité, il y a 3 axes, même 4 axes importants, puis le droit à la mobilité est incomplet si ces 4 axes-là ne sont pas couverts. On l'a nommé, donc l'accessibilité universelle, donc il faut être capable de rentrer dans les autobus. La desserte, il faut qu'il y ait des autobus. L'accessibilité financière, donc il faut être capable de payer pour rentrer. Et il faut que ça soit sécuritaire, donc il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Donc, je vais me permettre de parler de la partie accessibilité financière. À Projet Montréal, à Transition Montréal, vous êtes engagé à financer un programme de tarification sociale à même le budget de la ville. C'est un changement. On s'est fait dire souvent que ce n'était pas la responsabilité de la ville. Maintenant, on le voit, on le salue.
Par contre, c'est ça, donc c'est une bonne direction, mais le rabais qui est proposé est insuffisant. On décide de descendre de 104 $ à 67,50 si je ne me trompe pas. Pour une personne qui vit avec 1 000 $ par mois, il n'y a aucune différence entre les deux. C'est inabordable, c'est-à-dire que la barrière financière est toujours là. Alors, ma question pour ces deux parties-là, puis j'aurais une question pour Ensemble Montréal aussi, ça serait quelles actions vous allez prendre pour permettre à ces gens-là, c'est-à-dire les pauvres, parmi les pauvres, de rentrer dans l'autobus et dans le métro? Ensuite, pour Ensemble Montréal, ben, il n'y a pas eu d'engagement encore. Alors, est-ce que vous croyez que les personnes les plus appauvries devraient pouvoir prendre l'autobus? Et comment vous allez faire pour vous arranger que ça arrive? Merci beaucoup. La parole est à M. Craig Sauvé. Merci pour la question. Effectivement, c'est une critique raisonnable que vous faites là. On tentait d'apporter l'idée d'avoir une tarification sociale dès le début de la campagne. C'est notre deuxième annonce qu'on a faite dans la campagne électorale pour essayer de s'assurer que cet élément soit mis au centre de la campagne. Effectivement, quand même, 65 $, c'est quand même cher. Des gens qui sont sur l'assistance sociale ne sont vraiment pas pris en charge assez, ils sont pas assez. Mais les représentations qu'ils reçoivent, c'est vraiment insultant même. Donc ça, il faut. C'est pas la ville de Montréal qui peut faire ça, mais quand même des représentations qu'on peut faire encore plus frontalement, je pense que c'est nécessaire si on veut être une ville leader. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qu'on peut faire pour les prochaines annonces la prochaine fois. On retient vos critiques. Aussi, la mise en place de ce système va être important aussi pour que ce ne soit pas trop compliqué de recevoir. Donc, je sais que c'était déjà appliqué à Edmonton, Kingston. Il y a un programme à Gatineau, il y a un programme à Toronto. Il y a Québec, il y a le programme aussi. Tu peux aller au comptoir Accès Québec là, pour avoir ces permis-là. Donc, la mise en place, on n'a pas tout élaboré comme on l'allait faire à Transition Montréal, mais on sait qu'il faut que ce soit hyper facile pour que ce soit mis en place aussi. Donc, si on est élu, c'est clair qu'on va veiller là-dessus aussi. Puis, on peut rediscuter d'un prix qui est plus abordable pour tout le monde. Merci. Merci, M. Sauvé. Madame Brown, la parole est à vous. OK, merci. C'est une bonne question. L'interlocuteur, parfait. On s'est engagé à la tarification sociale, par contre. Je ne pourrais pas vous dire la date exacte, mais la différence des deux autres parties, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire un gros ménage dans les finances de la STM parce qu'on lit tous les journaux, là. Je veux dire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est peut-être pas investi aux bons endroits. Donc, c'est d'abord de faire un énorme ménage dans la STM. Une fois que ce sera fait, c'est de dégager cet argent-là pour financer le programme de tarification sociale. Il y a toute une autre série de choses qui doivent être faites pour améliorer les 3 autres thèmes que vous avez nommés, là, mais là, je me concentre uniquement sur ce thème-là. Donc, on s'est engagé. La différence, c'est au lieu de le financer à même le budget de fonctionnement de la ville, c'était de le financer via les dégagements budgétaires qui vont être faits suite à cette grande analyse qui va être faite de la STM puis qui doit être faite en toute transparence. Merci. Merci, Mme Brown. Le mot de la fin est à Mme Blanco. Oui, merci beaucoup pour la question, fort importante. Mais tout d'abord, moi, je tiens à dire que c'était notre administration qui a appliqué la gratuité pour les personnes de 65 ans et plus. Une des premières choses que je me suis fait demander à cause de mes responsabilités au comité exécutif, c'est « Madame Blanco, les associations de personnes aînées m'ont appelé. Est-ce que vous allez les garder ?» La réponse est « oui ». Et pas seulement oui, sinon qu'on décide d'aller plus loin pour mettre en place aussi, comme propose Transition Montréal, une tarification sociale pour les personnes qui font moins de sous à l'année, parce qu'on croit que c'est une mesure structurante pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'isolement. Cette semaine, j'étais avec des centres de femmes, des personnes aînées qui me disaient « Madame Blanco, je sors plus ». Les chiffres les démontrent. Avec la gratuité pour les personnes aînées, on a de 20 à 25% plus d'achalandage. Donc, c'est une mesure qui fonctionne, qu'il faut continuer à soutenir. Et c'est clair que est-ce qu'on peut aller plus loin? Moi, je dirais des fois, les points de départ n'est jamais la situation parfaite, mais il faut commencer quelque part. Donc, je suis très, très fière que c'est notre administration qui a donné la gratuité aux personnes aînées, qu'on s'est engagé tout de suite à dire que oui, on va la maintenir et qu'on va aller plus loin avec la tarification sociale. Oui, c'est possible, on y croit. À Projet Montréal, on croit vraiment au transport collectif et actif, donc c'est un des piliers dans notre plateforme. Merci beaucoup, Mme Blanco.
On poursuivrait pour la seconde question avec M. Mario Tardy du regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal, le Rock FM, qui va poser la question du fracas. Bonjour. C'est l'avantage d'être petit, il faut toujours replacer le micro. Comme le dit le collègue, l'accessibilité du transport et de la ville, c'est important. Il n'y a pas juste l'accessibilité économique. Il y a aussi l'accessibilité physique. Il y a l'accessibilité pour quand on se promène avec notre poussette, des jeunes enfants. Il y a l'accessibilité quand on a un déambulateur. Dans la vie des familles et des personnes, il y a toutes sortes d'étapes qu'on rencontre, il y a toutes sortes de réalités qui font qu'on a besoin d'aménagement pour qu'on puisse exercer notre liberté de se déplacer. Et donc, ça veut dire des transports en commun accessibles, des rues qu'on est capable, avec des trottoirs qu'on est capable de débarquer, de monter, de traverser une avenue sans se faire écraser, et qu'il y ait un transport adapté qui a de l'allure. Moi, comme proche aidant, souvent, je suis pogné à ramasser des problèmes de transport annulés. Bref, peu importe. Donc, c'est un peu ça le départ. Donc, la question, mettrez-vous en place une politique d'accessibilité universelle des transports en commun et des infrastructures publiques? Merci beaucoup. La parole est à Mme Caroline Brown. OK. C'est une excellente question. Je l'ai moi-même expérimenté avec 2 enfants en poussette. Prendre le métro, c'était pas vraiment agréable. Mais heureusement, on avance en termes d'accessibilité universelle. Donc, la ville doit être un modèle. On n'a pas le choix. Hein. On doit être un modèle. C'est l'entité qui a les outils et qui a le budget également pour adresser l'accessibilité universelle. On est super en retard. On va pas se mentir. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est qu'il faut, dans chaque projet, prendre en considération l'accessibilité universelle puis se dire, bien, on essaie d'atteindre les meilleures pratiques en la matière. Ça, c'est une chose qu'on doit faire. Ce qu'Ensemble Montréal aussi a décidé, c'est de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial pour la STM pour faire devancer les crédits pour améliorer l'accessibilité universelle. Donc, parce qu'il faut le financer. Ceux qui connaissent les projets d'infrastructure majeures dans les dernières années, là, faire un ascenseur dans un métro, ça prend 4 ans, puis ça coûte des millions et des millions de dollars. À un moment donné, on ne pourra pas tout faire tout seul, tout le temps. Donc ça, c'est un des gestes qui doit être fait. On doit travailler en collaboration avec le gouvernement provincial. Il a des responsabilités. Il doit décaisser pour financer les projets. Puis c'est pas en se battant contre le gouvernement qu'on va y arriver, là. Il faut qu'on travaille de concert. Ça, c'est... Ah oui, puis on a aussi une augmentation d'un... Non, j'ai pas... OK, prochaine fois. Merci, Mme Brown. Monsieur Sauvé, la parole est à vous. Merci, une excellente question. Effectivement, il faut aller plus loin avec des ascenseurs dans le système de métro. Il y en a des quartiers complets qui en ont 0 ascenseur. Donc, en termes de transport en commun, l'accessibilité n'est pas là. Puis, effectivement, une fois dans toutes nos vies, on va avoir besoin d'un ascenseur. Que ce soit pour les raisons de blessures, de perte d'autonomie, autre chose, c'est nécessaire. Poussette, moi, j'ai essayé d'amener un ampli dans le métro une fois pour mon gig, là. Ça n'a pas bien terminé. Mais non, on a tous besoin. Donc, ça, c'est vraiment important. La prestation des services aussi en autobus et transport adapté est très importante aussi. Et vous savez, le service de transport adapté a été privatisé à Montréal cette année. Quelque chose que j'ai dénoncé. Les chauffeurs d'autobus en transport adapté étaient formés, il y avait des expériences pendant 10, 20 ans parfois. Il y avait l'expertise à aider les personnes en besoin de mobilité, besoin d'accessibilité. Puis là, c'est une compagnie privée, ou des compagnies privées qui vont le gérer avec moins de formation. Donc ça aussi, c'est problématique. Donc moi, je dénonce la privatisation. On ne devrait pas mettre le profit en premier, on devrait mettre les services publics en premier. Donc ça, c'est un des éléments aussi. Merci, M. Sauvé. La parole. Oui, voilà, ça. Je commence. Donc, oui, 2 volets à cette question aussi très importante. Je pense qu'on est tous, les 3 candidats devant vous, d'accord pour s'entendre que ça n'a pas de sens que ça prenne autant de temps rendre les stations de métro accessibles. C'est long, c'est cher. Donc, oui, Projet Montréal, nous, on va travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec, mais on va aussi rappeler au gouvernement du Québec sont lesquelles ses responsabilités et on va les négocier les sommes
qui sont nécessaires pour accélérer et pour rendre accessible plus de stations de métro, ça va, je dirais, de soi. Au niveau de la ville, c'est vrai, on a du rattrapage important à faire. C'est aussi pour ça qu'on a tout récemment adopté un plan d'action pluriannuel 2024-2030 à la ville de Montréal en termes d'accessibilité universelle. On a mené plein de changements pour se donner des moyens plus précis à court, moyen et long terme. Donc ça nous permet d'avoir des cibles, de mesurer notre progrès et oui, d'avancer de façon plus systématique quand on va rénover des installations, de les rendre accessibles. L'accès extérieur, les toilettes, il faut qu'on puisse avoir un meilleur contrôle et idée de comment on avance de façon transversale pour rendre la ville plus accessible et inclusive pour tous et toutes. Et c'est pour ça que c'est important de se donner les bons moyens d'agir. On va continuer dans le travail que l'administration sortante a fait. Merci, Madame Blanco. Malheureusement, en 2025, il y a encore de très nombreuses personnes à l'intersection des oppressions, notamment les personnes monoparentales, aînées, racisées, immigrantes, 2S, LGBTQIA+, autochtones, analphabètes, en situation d'itinérance, qui vivent plus durement la pauvreté que les autres. Plusieurs personnes voient aussi leur accès à la justice, au logement, à l'emploi ou tout simplement à la vie démocratique freinée par le racisme systémique. Puis le sentiment d'insécurité de ces personnes à la croisée des oppressions ne fait que croître au regard de la montée des discours haineux. C'est pourquoi le droit à l'égalité est un thème important pour le FRACA. Et j'inviterai Anaïs Lehen de la table des groupes de femmes de Montréal à poser la première question de ce bloc au nom du FRACA. Oui, bonjour. Mon nom est Anaïs. Ma question est au nom du FRACA pour la table des groupes de femmes de Montréal. Dans un contexte aussi de la fin de semaine dernière où on a eu la 6e édition de la Marche mondiale des femmes à Québec pour les 30 ans de célébration de la Marche des Pins et des Roses. Ma question est la suivante. Allez-vous mettre en œuvre un plan pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux personnes de la diversité de genre? Merci. Merci beaucoup, Anaïs. La parole est à Josefina Blanco. Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais encore aller un peu en rafale sur plusieurs propositions que vous allez trouver dans notre plateforme. Et la réponse est oui, on va continuer à soutenir les femmes qui vivent des situations de vulnérabilité. Je vais nommer plusieurs de ces actions-là. On veut pérenniser l'équipe du SPVM qui était spécialisée pour lutter contre la violence conjugale. On va continuer à soutenir le développement des maisons d'hébergement des violences des femmes qui vivent des violences conjugales et leurs enfants. On continue à accompagner, à soutenir le déploiement de l'espace LGBTQ+, la ville-centre et notamment aussi l'arrondissement de Ville-Marie. On veut porter vraiment attention à la perception de la sécurité et à la sécurité. Donc, on va faire attention à la question d'éclairage. Ça peut sembler simple comme mesure, mais c'est fort important. On a eu beaucoup de groupes avec lesquels cette question ressort de façon importante. Donc, à éliminer les zones d'ombrage dans les parcs, dans des espaces publics de transport actifs. On va aller de l'avant avec la révision des règlements municipaux qui peuvent mener au profilage social et racial. Et on va aller aussi, on soutient l'ajout des caméras corporelles pour les SPVM pour une question de transparence dans les interventions policières pour assurer les sentiments de sécurité de tous et toutes. Merci. Merci, Madame Blanco. La parole est à Madame Caroline Brown. Merci. C'est vraiment une bonne question. Petite parenthèse, là, c'est l'avocate de la défense qui parle en moi, là, mais c'est tellement anecdotique le nombre de places de ressources pour les femmes en ressources d'urgence à Montréal que c'en est gênant. C'est-à-dire les femmes sont plus victimes de violences quand elles sont en situation d'itinérance. Donc, en adressant la crise humanitaire de l'itinérance, en créant des foyers d'urgence pour les femmes, spécifiquement pour les femmes. On s'entend qu'on ne peut pas mettre les femmes avec des hommes dans des foyers d'urgence, là. On doit séparer les groupes. On va avoir certainement... On adresse la violence faite aux femmes, pas la violence directe, évidemment, mais la violence indirecte. Excusez-moi, ça, c'est mon aparté d'avocat de la défense. Alors, par rapport à... Ensemble Montréal va mettre en place un comité consultatif avec des groupes, des membres issus des communautés de diversité de genre et LGBTQ+.
pour accompagner la Ville dans la réflexion de la violence, de la discrimination et de l'intimidation et du harcèlement fait envers ces groupes-là, émettre des recommandations et mettre en place des actions par la suite. Ce qui est super important, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens issus de la diversité de genre qui soient sur ce comité-là. Il y a un manque de locaux également pour les organismes qui œuvrent. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est anormal qu'on ait des locaux vacants. Donc, Ensemble Montréal s'engage à offrir des locaux pour les organismes qui œuvrent envers les femmes victimes de violences conjugales, entre autres. On a aussi planifié une campagne. Je vous en parlerai peut-être dans le corridor. Merci, Mme Brown. Monsieur Sauvé, le mot de la fin est à vous. Merci pour la question, très importante. Donc, c'est certain qu'on veut prôner une approche intersectionnelle à la violence et à l'harcèlement. Donc, bien sûr, beaucoup de bonnes mesures qui étaient annoncées là. Aussi financer des programmes d'éducation populaire contre le harcèlement de rue. Je pense que le CF a fait un bon travail avec l'STM, mais il faut repousser davantage cette information. Il faut que ça continue. Également, on a un projet à Transition Montréal qui s'appelle Illuminer Montréal, qui est un projet d'installer au moins 300 projets d'illumination dans le parc des espaces publics pour essayer de donner plus de sécurité aux gens, plus de place où les gens se sentent en sécurité. Il faut essayer de financer les groupes communautaires qui font face, qui aident les personnes qui sont victimes de violences. Donc nous, on va bien sûr ajouter plus de financement là-dessus. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est aussi la violence, je sais trouver le mot, digital violence, là, donc violence en ligne qui se passe aussi, du harcèlement en ligne, de gens qui vont se faire espionner, donc les hébergements de première et deuxième étape qui sont parfois victimes de ça aussi. Donc, il faut aider les personnes, des femmes victimes de violence, des personnes victimes de violence à pouvoir se cacher. Donc, il y a des programmes qui manquent actuellement aujourd'hui, puis les travailleuses et travailleurs sociaux n'ont pas nécessairement les ressources pour les aider. Donc, ça, c'est un autre élément qu'il faut ajouter dans le mix. Donc, il y a quand même des groupes qui commencent à travailler là-dessus à travers le Québec pour essayer de munir les groupes communautaires et les personnes qui sont victimes de violences des défenses contre cette surveillance et contrôle digital. Merci beaucoup, M. Sauvé. La question du public pour le droit à l'égalité est une question de transition en commun. J'inviterai François-Xavier Michaud à la poser. Bonjour. Merci pour la collégialité, c'est apprécié. Nous sommes au Centre des mémoires montréalaises. Notre plus ancienne mémoire à Montréal est à coup sûr autochtone, mais ce n'est pas juste une mémoire, c'est une réalité d'aujourd'hui. La Ville de Montréal s'est dotée d'engagements en matière de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits, mais les écarts demeurent très importants en matière de reconnaissance, d'accès aux services municipaux et de soutien aux nombreuses initiatives portées par les groupes et communautés autochtones. Vos plateformes et les engagements de vos partis, de vos chefs sont faibles, voire silencieux, inexistants. Quels engagements concrets êtes-vous prêts à prendre pour rehausser les stratégies de la ville et améliorer de façon durable et structurante la réconciliation et les services aux communautés autochtones, ici, sur l'île de Montréal et autour de l'île? Merci, François-Xavier. La parole est à Craig Sauvé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Pas assez a été fait à la Ville de Montréal encore. Il y a eu des petites étapes, des petites victoires, mais la confiance n'est pas encore là, la communication n'est pas encore là, donc il faut avoir toujours cette approche nation à nation. Avec les groupes communautaires, on travaille en concertation, donc c'est long, ça prend de la patience, mais je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on peut faire. On a quand même un commissaire qui aide un petit peu avec les relations avec des groupes, des communautés autochtones, des Premières Nations, des Inuits, mais c'est juste une personne. Donc, il faut vraiment, si la Ville est sérieuse dans sa démarche pour la réconciliation, il va falloir ajouter davantage de ressources parce que les conversations sont très, très, très importantes quand on engage avec les groupes autochtones, avec des nations et les Inuits de Montréal. Donc, je pense qu'on peut faire plus en matière d'offre d'espace. On peut faire mieux en termes de toponymie, en ressources.
Donc, mais ces conversations sont tellement importantes. On a fait vraiment de l'effort à Transition Montréal, essayer de bâtir ces relations. On est un nouveau parti. Bien sûr, on a commencé juste en mois de juillet, de vraiment être actif aux côtés. Mais c'est quelque chose dans lequel on s'engage à long terme. Donc, on va continuer à bâtir des relations de confiance. J'ai quand même été impliqué pour aider le groupe Résilience dans le sud-ouest pour essayer de s'installer aussi. Donc, ça, c'est quand même un projet important pour la santé des personnes autochtones à Montréal. Donc, il faut continuer à appuyer des projets comme ça. Merci, M. Sauvé. La parole est à Josefina Blanco. Oui, merci beaucoup pour cette question. Puis, en effet, la ville fait des pas, mais on ne peut pas prétendre non plus qu'avec une première stratégie, la situation est comme résolue d'un jour à l'autre. Mais il y a eu déjà des pas importants, des premiers gestes qui ont été posés par l'administration sortante. Craig Sauvé a nommé, par exemple, la nomination d'un commissaire aux affaires autochtones. Et il y a une gouvernance qui a changé pour donner plus de poids à tout ce travail qui est fait à l'intérieur de la ville de Montréal. Il y a eu des changements au niveau très symbolique, mais très important au niveau du drapeau de la ville de Montréal. Il y a eu beaucoup de changements en termes de toponymie. C'est un début. Et je suis d'accord que le travail se fait en continu, qu'il faut continuer. Donc, la question d'accroître la visibilité historique, oui, on est 100% d'accord. Avoir une approche culturellement adaptée, que ce soit parce qu'on parle des services qui sont donnés aux personnes en situation d'itinérance. On sait que les populations autochtones sont fortement sous-représentées. Il faut qu'on comprenne que c'est une autre façon de travailler avec ces populations-là. Il faut soutenir cette approche culturellement adaptée. Mais de la même façon, si on lance des projets pour la jeunesse, il faut aussi que ces appels à projets soient culturellement adaptés. Ce travail est moins visible, mais on le fait déjà. Puis c'est sûr qu'avec l'administration Projet Montréal, on va continuer de cette façon-là. La même chose, continue à soutenir des groupes communautaires qui sont autochtones, qui donnent des services aux populations autochtones. Merci. Merci, Mme Blanco. À vous, Caroline. Merci. Bien, je suis d'accord avec Craig Sauvé. On est très, très, très loin du but à atteindre. Très loin. On voit encore une surreprésentation des membres des Premières Nations et autochtones et Inuits dans le système judiciaire, carcéral. Grande proportion également des personnes en situation d'itinérance. Donc, on doit s'adapter. C'est à nous à faire le premier pas. Ce que Ensemble Montréal propose dans ce contexte-là, c'est de créer une table de discussion régulière entre le comité exécutif et différents leaders ou membres influents de différentes communautés autochtones et Premières Nations pour comprendre les besoins, pour savoir où aller agir directement, comment on doit le faire, qu'est-ce qui va avoir un impact positif. Il y a encore énormément de discrimination. Il y a de la discrimination systémique, mais il y a encore énormément de discrimination sur le terrain, sur l'île de Montréal. Ça, on en a parlé un petit peu, ça s'adresse à d'autres sujets aussi, mais il y a un volet éducation, sensibilisation qui doit être fait auprès du SPVM. Ça s'adresse à d'autres groupes également, mais sachant que les populations autochtones et inuites sont très victimes de discrimination et de profilage social et racial, on doit être plus sensible à ça. Les body cams, pour lesquels nous sommes également en accord, devraient avoir un élément extrêmement positif à ce niveau-là. Ça aide qu'il y ait moins de violence envers les populations vulnérables et marginalisées, puis ça va aider qu'il y ait moins de violence également envers les corps policiers. Ça va probablement amener à moins d'arrestations de type entrave au travail de la justice. Et je garde le silence. Merci beaucoup, Mme Brown. Bien, avec le prochain bloc, on continue vraiment dans la même lignée. Vous allez pouvoir développer des idées que vous avez commencé à évoquer. On entend beaucoup parler des campements qui sont démantelés, sans alternative sécuritaire ou adaptée. Les membres du FRACA constatent aussi que la discrimination, le profilage et la répression ciblent de façon disproportionnée les personnes marginalisées, notamment les personnes autochtones, les personnes en situation d'itinérance. En même temps, la gentrification pousse constamment les citoyens et citoyennes, mais aussi les organismes communautaires en dehors de leur quartier. Avec ces constats, on entre donc dans le bloc droit à la ville, puis on commence avec une question du FRACA qui sera posée par Alexandra Tanguay du Réseau d'aide pour personnes seules et itinérantes de Montréal, RAPSIM. Allô? Les personnes en situation d'itinérance ont le droit d'occuper l'espace public au même titre que toutes les personnes. Mais à Montréal, les pratiques actuelles tendent trop souvent vers la répression.
On se demande si votre administration allait abolir les règlements municipaux qui introduisent du profilage, comme les règlements contre le flanage et les interpellations, qu'on appelle aussi street check. Merci beaucoup, Alexandra. La parole est à Madame Caroline Brown. Oui. La charte s'applique à tout le monde. Hein. Les policiers ont un travail qui est encadré, qui doit respecter certaines... le SPVM, les policiers, peu importe, ils n'ont pas le droit de faire de discrimination. Ils ne peuvent pas baser leur intervention sur un motif discriminatoire basé sur la race, le sexe, l'appartenance à un groupe social. Donc ça, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais il faut faire de l'éducation puis de la sensibilisation. Énormément d'interceptions policières vont finir avec une accusation d'entrave au travail de la justice et même pas d'accusation principale. Donc, on se rend compte qu'on était probablement dans un cas de profilage. Ceci étant dit, éducation, sensibilisation, évidemment, souvent ces règlements-là, je pense au règlement du flanage dans la STM, essayent d'adresser les gens qui dorment dans la STM, dans les édicules de métro, qui vont souvent se réchauffer l'hiver. Essayer de trouver le problème sous-jacent à ça, c'est la crise du logement, c'est la crise de l'itinérance. Donc, en adressant plus high level, on devrait arriver à moins avoir besoin de ces réglementations-là, selon moi. C'est ça. Donc, sensibilisation, éducation et moins valoriser l'application de ces règlements-là envers des personnes qui sont déjà marginalisées et qui, de toute façon, ne paieront pas le constat d'infraction. Merci. Merci, Madame Brown. On écoute maintenant Madame Joséphina Blanco. Oui, merci beaucoup pour la question. J'irai aussi en rafale avec plusieurs points de réponse. C'est une question complexe. J'ai fait mention tout à l'heure que la ville, on veut agir en termes de revoir les règlements municipaux qui peuvent mener à profilage social et racial. Je tiens à souligner, il y a du travail qui a été déjà fait en concertation avec les communautaires. On va reprendre ces dossiers-là et tout ce qui touche plus les règlements municipaux pour éviter la surjudiciarisation, je l'ai eu, des personnes vulnérables. On veut enlever ces éléments-là. Et on travaille aussi avec, on a créé les groupes EMIS comme intermédiaires pour que la police n'intervienne pas quand des situations ne sont pas urgentes, puis qu'on puisse avoir une approche sociale, plus humaine, adaptée, surtout les soirs, la fin de semaine, quand plusieurs organismes communautaires sont peut-être fermés. Et en termes de street check, il y a une nouvelle directive. Vous le savez, la police est censée d'informer à la personne pourquoi elle interpelle et indiquer qui la personne peut quitter en tout moment. Il va y avoir des comités internes de suivi, des comités externes. C'est tout nouveau. Ça a été mis en place en mai 2025. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps d'évaluer cette nouvelle mesure. Et il y a bien sûr des formations que la police est tenue de suivre. Et il y a des instances comme la Commission de sécurité publique pour suivre tous ces dossiers-là. Merci, Madame Blanco. Monsieur Sauvé, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. On veut mettre fin aux street checks tout court. On va mettre fin aux interpellations de rue arbitraires tout court. Ça, c'est quelque chose on change la philosophie autour de la sécurité publique avec Transition Montréal. Donc, c'est quelque chose, je pense c'est très faisable. Donc, si les élus sont élus par la population, puis la population veut ça, on doit mettre en place ces orientations. C'est ça notre job. Même chose pour les règlements dans la STM. D'un, ça bafoue les droits humains, ça bafoue les droits civils et ça fait le profilage social. Donc moi, quand je n'étais pas candidat à la mairie, il fait longtemps, puis j'étais juste un petit conseiller municipal dans le coin, là, je l'ai dénoncé. Ça n'a pas de bon sens. Et non seulement que ça bafoue les droits civils et humains, mais ça ne fonctionne pas. T'sais, mettons, les constables vont venir essayer de tasser une personne en situation d'itinérance qui ont décidé que cette personne n'était pas voulue ou désirée. Ils vont aller dehors, le constable va quitter, la personne va rentrer. C'est pas une solution qui fonctionne, c'est pas pragmatique pantoute, donc il faut réévaluer ça. Ce que ça prend, c'est plus de services, plus d'accompagnement, moins de répression. Merci beaucoup, Monsieur Sauvé. La question du public pour ce bloc est une question de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI. J'inviterai Louis-Philippe Jamard à poser cette question.
Bonjour, merci pour votre participation au débat. Le rôle de la TCRI, c'est de soutenir, un des rôles, de soutenir les organismes qui interviennent, qui travaillent auprès des personnes immigrantes. Sur le terrain, on constate, on voit poindre une situation préoccupante. D'un côté, au plan international, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés nous informe année après année de l'augmentation des déplacements forcés. Quand on voit ce qui se passe au sud de la frontière avec la répression vraiment terrible contre les personnes migrantes, on sait que ça alimente des mouvements vers le Canada. Malheureusement, au plan fédéral et provincial, les gouvernements multiplient les mesures qui vont précariser les personnes migrantes, qui vont bloquer l'accès à la protection internationale. Donc, il y a de forte probabilité, c'est ce qu'on anticipe, que le nombre de personnes migrantes à statut précaire ou sans statut aille en augmentation dans les prochaines années, notamment à Montréal. On le constate déjà sur le terrain. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes migrantes qui se retrouvent déjà en situation d'itinérance. La Ville de Montréal a certaines initiatives en place, un soutien à certains organismes communautaires, il y a la carte d'accès sans peur, mais va devoir continuer à réparer les pots cassés par les autres organes de gouvernement pour nos concitoyennes, nos concitoyens qui partagent la ville avec nous. Donc, ma question, quelles stratégies seront mises en place pour favoriser un meilleur accès aux services municipaux pour les personnes sans statut? Merci beaucoup, Louis-Philippe. Madame Blanco, on commence avec vous. Oui, merci beaucoup pour la question. Et puis, je suis contente de commencer parce que c'est vraiment en 2017 notre administration qui a formalisé cette politique, c'est accès aux services municipaux sans peur. Ça a été en fait mis en 2017-2019, on l'a formalisé. Et c'est quoi concrètement? C'est une carte d'attestation, une preuve de résidence qui peut servir aux personnes sans statut précaire pour avoir justement accès aux services municipaux. Bibliothèque, maison de la culture, camp du jour, activités de loisirs et sport. Donc, on est très, très fiers et c'est vraiment utilisé. Comment ça fonctionne? Les gens peuvent faire cette carte en Ville-Marie, mais vous allez me dire, oui, mais les gens sont partout. Oui, c'est pour ça qu'on fait des cliniques nomades avec différents organismes communautaires pour pouvoir aller où les gens se trouvent. C'est une carte qui fonctionne, c'est utilisé, on est très, très fiers. Puis on veut que tout citoyen, tout résident dans les territoires de la Ville de Montréal ait cette possibilité d'aller utiliser les installations municipales sans avoir peur parce que leur statut est précaire ou ils n'ont pas un statut formel. Et tout ça se fait évidemment en stricte confidentialité. Et les employés municipaux sont formés, sont sensibilisés à comment bien faire, à comment accueillir ces personnes pour que justement on ait de plus en plus de demandes. Puis on le voit depuis 2019, ça va en augmentation. Donc on est fiers de ces services puis on va continuer à les mettre de l'avant. Merci, Madame Blanco. Monsieur Craig Sauvé, on vous écoute. Merci beaucoup. Effectivement, il y avait du bon travail qui était fait par l'administration sur cette question-là, donc il faut continuer à élaborer plus de services. Travailler avec les groupes qui sont en aide avec nos personnes migrantes, personnes sans statut, pour voir comment on peut faire une expansion des services et plus d'accessibilité à ces services-là. Donc, continuer le bon travail qui a été fait. Je pense aussi que le rôle d'une prochaine administration, c'est de dénoncer également la culture de vouloir utiliser des personnes migrantes comme bouc émissaire pour tous les problèmes de la société. Là, de vraiment clairement et hautement le dénoncer. On est Montréal, là, les personnes qui viennent à Montréal, que ce soit sans statut ou personnes migrantes, là, ils font partie de nos communautés. Ils sont partie de l'économie, ils contribuent, ils font du bénévolat, ils sont là dans la communauté. Donc, ça va prendre, je pense, du leadership aussi de la Ville de Montréal pour dénoncer ces gens. Puis j'ai peur pour les prochaines élections aussi, parce que ça ne s'en va pas en améliorant, malheureusement, cette question-là. De plus en plus, on cherche cette bouc émissaire, qu'ils soient les personnes migrantes ou des personnes transgenres ou en diversité de genre. Donc, il faut avoir du leadership hyper clair là-dessus, puis dénoncer ce genre de politique-là. Ce que je dis, c'est la politique du côté sombre de la force, là. Et essayer d'être un leader pour se dire, OK, vous êtes bienvenus à Montréal, vous êtes défendus. Et là, effectivement, travailler avec les groupes pour essayer d'améliorer l'accès aux services communautaires, services municipaux, qui a déjà commencé avec du travail de la Ville. Merci beaucoup, Monsieur Sauvé. À moi? Merci à vous, Madame. Si
si je peux me permettre, à ma connaissance, la politique d'accès aux services municipaux sans peur a été créée avant votre arrivée. Non? C'était la ville sanctuaire, mais OK. ça ne fonctionnait pas. C'est plus technique. Ça se peut que je me trompe. J'avais l'impression que ça avait été créé avant l'arrivée de Projet Montréal. Ceci étant dit, je pense que, outre les services municipaux, la gratuité des services municipaux, il y a des éléments qui sont encore plus importants. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, l'accès aux services municipaux, mais l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à la sécurité, aux services, c'est la priorité pour les personnes qui sont sans statut en termes d'immigration. Il va falloir travailler également en collaboration avec le gouvernement provincial parce que je suis sous l'impression, et encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, vous êtes peut-être plus connaissant que moi à ce niveau-là, que le gouvernement provincial demande aux services policiers de faire des street checks sur le statut d'immigration. Je ne sais pas si mes confrères, consoeurs sont au courant. On est comme moins dans un terme de conversation, là. On a chacun nos secondes. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose à travailler avec le gouvernement provincial parce que on est exactement dans le terme du profilage à ce moment-là. Là. On ne peut pas interpeller quelqu'un sans motif raisonnable de croire que quelqu'un a commis une infraction, par exemple, ou qu'il est sur le point de commettre une infraction ou qu'il l'a commis, mais on peut lui demander c'est quoi son statut en termes d'immigration, puis on a l'obligation de le reporter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec le gouvernement provincial parce que ça ostracise encore plus des populations qui sont déjà vulnérables. Donc, continuer à offrir les services, continuer à financer les organismes qui œuvrent pour... Merci, Caroline Brown. Au-delà des obstacles physiques, systémiques, financiers qui entravent la participation de trop de citoyens et citoyennes à la vie démocratique, on constate malheureusement qu'il y a aussi des personnes qui sont exclues des décisions qui les concernent en raison de consultations inaccessibles ou mal adaptées. En effet, le recours croissant aux plateformes et aux communications numériques sans alternative humaine écarte trop de personnes des processus démocratiques. Puis les groupes communautaires qui travaillent de près avec les populations marginalisées devraient être justement des acteurs incontournables pour l'élaboration de politiques municipales équitables. On entre donc dans le bloc « Droit à une vie démocratique humaine » avec une question du fracas posée par Roxane Milot du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, le RIOCEM. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Comment comptez-vous adapter vos démarches aux réalités des groupes communautaires? Donc, on peut penser, par exemple, au délai, au fonctionnement démocratique, toute la question du par et pour, donc dans le fonctionnement des groupes, mais aussi de quelle façon allez-vous continuer à favoriser l'application de la politique montréalaise pour l'action communautaire? Je rappelle que c'est une politique unique au Québec qui a été adoptée en 2021 et donc qui s'inspire de la politique gouvernementale de reconnaissance de l'action communautaire. Et on participe avec le RAFS et à la CMTQ, le RIOC, au comité de suivi de cette politique-là depuis 4 ans. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas de renouvellement de mandat qui a été confirmé. Alors, je vous pose cette question. Merci beaucoup, Roxane. Craig Sauvé, la parole est à vous. Une bonne question, merci beaucoup. Honnêtement, je trouve que parfois les barrières qui sont mises par la ville pour juste travailler avec les groupes communautaires, la paperasse, des énormes rapports, la rétroaction qui est demandée, parfois c'est un peu extrême. Là. Je pense qu'on a réagi à la corruption qu'on a eue à la ville de Montréal après la commission Charbonneau, mais un peu trop loin, je pense, pour beaucoup de groupes qui sont parfois en mode de juste trouver le financement pour fonctionner, offrir leur fonction de base. Donc, je pense effectivement une chose qu'on peut faire, c'est de vraiment travailler avec des groupes qu'on voit qu'on peut alléger là, sincèrement la paperasse et la rétroaction qui est nécessaire dans les projets. Je sais qu'on n'est pas censé d'avoir le droit de faire du financement à la mission, mais certainement vous avez besoin de plus de financement à la mission juste pour pouvoir fonctionner. On le comprend. Là, il va falloir mettre de la pression aussi pour qu'il y ait plus de financement. Peut-être trouver d'autres moyens de vous financer qui sont avec moins de paperasse aussi. Et en termes de démocratie locale, parfois, là, il y en a certains arrondissements, là, lors de cette campagne électorale, il n'y en a pas de débat communautaire. Il n'y en a pas de débat. Pour vrai, là, il y a des groupes communautaires, parfois, qui ont peur de faire un débat, où ils se sentent comme c'est pas bienvenu. Donc ça, je trouve ça, il y a vraiment un travail à faire, et c'est derrière notre réforme démocratique aussi, de s'assurer qu'il n'y a pas des blocs, des élus nécessairement qui veulent trop contrôler le communautaire. On veut libérer le communautaire davantage, leur faire sentir que leur créativité et leur travail est tellement important, puis ils sont complètement libres
Merci, M. Sauvé. Madame Caroline Brown, on vous écoute. Oui, j'ai comme envie de vous demander de répéter la question. Là. C'était sur l'accessibilité des gens qui participent dans la vie démocratique? Bien, c'était plutôt comment respecter les processus des groupes communautaires dans toutes vos démarches. Puis c'est à ça que fait référence aussi la politique de reconnaissance de l'action communautaire à Montréal. Parfait. Merci. J'écoutais trop Craig Sauvé. Il m'a perdu. Là. Non, alors oui, on a l'intention à Ensemble Montréal la politique montréalaise pour l'action communautaire est déjà en place. On a l'intention de continuer à la mise en application. On a absolument besoin de notre tissu communautaire. On doit collaborer avec nos tables de quartier. Pour moi, c'est une vision un peu plus, encore une fois, de se retirer un peu de quelques pas puis de savoir si on a envie que les gens participent à la vie communautaire. C'est la même chose avec les groupes communautaires. Si on a envie qu'ils participent, on doit s'adapter à eux et s'assurer qu'ils participent. Qu'ils soient inclus dans la discussion, qu'on prenne leur avis en considération et qu'on mette en place tout ce qui est possible de faire de la part d'un arrondissement ou d'une ville pour que les groupes communautaires soient capables d'agir. Ça peut passer par le financement, ça peut passer par le financement récurrent à la mission. C'est fatigant, bon organisme communautaire, chercher toujours du financement à la mission, tout le temps par projet. D'avoir de la prévisibilité sur plusieurs années, d'avoir des locaux, comme je vous dis, nous, c'est le petit bout de chemin qu'on a fait à Outremont. On avait des locaux, on était capable de le faire, on l'a fait. Donc, c'est de mettre en place plein de petites choses comme ça, mais je réitère la communication, la discussion, le respect. On travaille en concert pour un point commun. On veut que le monde soit bien et heureux dans notre ville. C'est ça. High level, c'est ça qu'on veut tout le monde ici. Fait qu'on doit travailler en collaboration. Fait que oui, s'adapter aux organismes. Merci beaucoup, Mme Brown. On conclut avec Josefina Blanco. Oui, merci beaucoup. En 2017, élue pour la première fois comme élue inexpérimentée, c'était un des premiers dossiers sur lesquels j'ai travaillé avec vous quand j'étais membre à la Commission sur le développement social et diversité montréalaise. Je suis très contente parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, peut-être qui se rappellent, j'ai vu comment les communautaires ont pu influencer, puis on a changé les caps par rapport à cette politique qu'on a co-construit ensemble. En 2021, j'étais comme wow, je me retrouve responsable du service de la diversité et inclusion sociale pour faire vivre cette politique à laquelle Projet Montréal adhère à 100%, reconnaître l'autonomie, les processus démocratiques, reconnaître les groupes comme des partenaires. Et donc, oui, tout à fait. On a, depuis ces derniers mandats, on lance des appels à projets pluriannuels pour vous donner la prévisibilité et la stabilité dans les équipes, parce que vos équipes sont en première ligne, puis développe des liens de confiance avec les populations les plus vulnérables. On travaille pour alléger les fardeaux administratifs. Et la réponse est oui. Bien sûr qu'on va continuer à faire vivre cette politique. Et j'ai entendu aussi la question de renouveler certaines collaborations, bien sûr. Je suis très, très contente. On a à la table toujours l'expertise du communautaire. On va continuer à l'avoir et on va continuer à reconnaître cette expertise quand on travaille sur différents dossiers dans les domaines sociaux, que ce soit en sécurité alimentaire, en itinérance, enfants, famille, femmes. Donc, oui, la réponse est oui, absolument, Merci. on continue avec ça. Merci, Mme Blanco. La question du public nous vient d'une citoyenne, Marie-Ève Morissette, oui. Donc, voilà. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ok, c'est bon. C'est ça, moi, je viens à mon nom comme citoyenne. Deux. Okay. Donc, c'est ça, je viens à mon nom, Marie-Ève, comme citoyenne. C'est une question plus globale, mais ça rentre là, dans la vie démocratique aussi. Là. C'est, que pensez-vous de la société actuelle dans laquelle on vit? Est-ce qu'elle correspond à vos valeurs? Qu'est-ce que vous aimeriez changer en priorité? Quelle stratégie pensez-vous utiliser pour y arriver? Et comme citoyen, à part d'aller voter, qu'est-ce que vous nous proposez? Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Grande question. C'est Caroline Brown qui a la chance de répondre en premier. La question la plus facile du débat, là. C'est vraiment une bonne question.
je suis certaine que mes confrères, consoeurs se sentent comme ça aussi, mais il y a nous comme élus, puis il y a nous comme personnes aussi, c'est deux choses différentes. Puis là, on représente un parti en plus, complexe. Mais je pense que j'ai envie d'une société ou d'une ville où les gens participent mieux et plus. Je vais être un petit peu critique, je vais me le permettre, mais j'ai été citoyenne, moi, avant d'être élue. Je ne me suis pas sentie particulièrement respectée dans mon désir d'implication citoyenne. Je ne me suis pas entendue particulièrement écoutée non plus. C'est correct d'avoir des opinions différentes des fois. C'est correct qu'il y ait quelqu'un qui tranche, mais ça peut être fait dans le respect. Moi, j'avais aussi un petit peu le sentiment qu'on se cachait pour prendre des décisions, sachant que ça allait être des décisions un peu difficiles. Ça m'a heurtée, moi, comme citoyenne, comme maman, comme fille qui fait du vélo, comme fille qui participe également à la collectivité comme avocate de la défense, à l'aide juridique pendant 12 ans. J'ai pas aimé ça. Je pense pas que c'est constructif pour un monde meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen? Participer d'abord. Numéro 1, participer le mieux qu'on peut dans le respect. Donner les idées, être généreux avec ce qu'on veut faire, s'impliquer. Des fois, ça peut être des petits gestes aussi, hein, de dire à nos enfants « Hey, lance pas ton sac de chips par terre. Il y a quelqu'un qui va le ramasser. Puis si tu le lances par terre, bien, il y en a 40 qui vont le lancer aussi. » De sensibiliser à la vulnérabilité, aux gens qui sont moins... C'était une grande question. Merci beaucoup, madame. C'est un peu plate de se faire couper. Mais c'est correct, ça fait partie du jeu. Merci pour la question. Monsieur Craig Sauvé, on vous écoute. Regarde, il y a tellement de choses qu'il faut faire dans notre société, puis je pense que les choses sont inquiétantes. On est en situation de polycrise, là, crise climatique, crise de logement, crise de l'extrême droite, là, crise de toutes sortes. Là. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est de taxer les ultra-riches. Sincèrement, là, c'est ça qu'il faut, merci. Mais sincèrement, là, c'est à la racine de beaucoup de nos enjeux actuels aujourd'hui. Même les médias de l'extrême droite, par qui sont financés? Les ultra-riches qui veulent se protéger, qui veulent utiliser des personnes trans, des personnes migrantes comme bouc émissaire pour essayer de diviser la population. Pourquoi qu'on a des crises climatiques? Parce que les ultra-riches veulent faire plus de cash, veulent faire plus de profit, qui ne veulent pas penser nécessairement à un monde meilleur, mais juste se protéger eux, peut-être se construire une colonie sur la planète Mars. La crise du logement, là, à Montréal, il y a 125 000 propriétaires de logements là, qui louent. 600 de ces propriétaires-là, qui sont aussi des compagnies numérotées, contrôlent 30% du marché locatif à Montréal. 600 seulement. Énorme concentration de richesse, aussi dans le logement à Montréal. Donc, la concentration de la richesse, l'accumulation, c'est un problème énorme dans notre société. Donc, si on veut régler les plus grands problèmes de notre société avec une action, bannir les milliardaires et taxer les riches immédiatement. Merci, Monsieur Sauvé. Madame Blanco, le mot de la fin est à vous. Oui. Grosse question aussi pour répondre dans 1 minute 30. Et Craig Sauvé fait ses références, mais on peut pas nier les multicrises auxquelles on fait face depuis les dernières années, crise des logements, crise de santé mentale, d'opioïdes, et l'épicerie qui augmente pour tout le monde. Il y a un contexte social qui est difficile, on va se le dire, à différentes échelles pour différentes personnes. Mais à Projet Montréal, puis je l'ai dit au début, on est un parti progressiste, on est un parti pour la transition socio-écologique. Bien sûr, aussi, je vais nommer la crise climatique. Donc, je pense qu'on a besoin des partis qui ont le courage d'agir, d'expliquer, de bien communiquer les décisions, de consulter. Mais des fois, au moment où on décide de faire la politique, mais c'est ça, c'est difficile. Des fois, on doit accepter qu'on ne va pas faire consensus 100%. Puis, à Projet Montréal, ce qui nous guide toujours, c'est de prendre des décisions pour les plus grands bien-être de la collectivité. On consulte, on informe, mais on va continuer à agir sur notre valeur de justice sociale, de lutter contre les inégalités sociales, sont importantes, sont très présentes dans nos sociétés, et je pense que ce n'est pas le Québec qu'on souhaite. On a un Québec qui est fort, on a un Montréal qui est issu d'un réseau communautaire qui est solidaire, qui est inclusif. C'est vraiment dans les valeurs de notre parti, puis on veut continuer à travailler dans cette optique-là. Merci beaucoup, Madame Blanco. Vous avez très bien fait ça. C'était pas facile. Merci beaucoup. Vous avez parlé de multicrises.
On le sait, on vit dans un contexte environnemental sans précédent. Les crises climatiques aggravent les phénomènes météorologiques, détruisent les écosystèmes, fragilisent nos milieux de vie. Puis les répercussions de ces crises-là sont vraiment plus ressenties plus durement chez les populations marginalisées, notamment les personnes à faible revenu, en situation de handicap ou les personnes racisées. Sont également davantage ressenties dans les quartiers plus défavorisés parce qu'on y retrouve souvent plus d'îlots de chaleur, moins d'espaces verts, moins d'espaces sanitaires, une plus grande présence d'industries polluantes. Notre dernier bloc porte donc sur le droit de vivre dans un environnement sain et il démarre avec Olivier Gauvin de la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida qui pose sa question au nom du FRACA. Oui. OK, ça fonctionne maintenant. Rebonjour. Eliane l'a nommé, on le sait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par arrondissement dans la ville de Montréal. Quand on vit dans Hochelaga et qu'on s'en va dans Outremont, pour prendre un exemple que Mme Brown connaît, on peut être jaloux de la couverture végétale puis du nombre d'arbres qui se trouvent dans cet arrondissement-là. Il y a des infrastructures dans les parcs qui sont parfois très inégales d'un arrondissement à l'autre. Il y a des industries qui polluent certains quartiers beaucoup plus que d'autres. On a des îlots de chaleur dans certains quartiers qu'on n'a pas. Puis quand je dis ça, c'est des quartiers pauvres, historiquement pauvres, qui sont surtout victimes de ces différences-là au profit de quartiers plus riches historiquement. Donc, notre question, elle est simple. Elle est simple, mais elle est large. Quelles actions prendrez-vous pour réduire les inégalités liées à la crise climatique? Merci beaucoup, Olivier. La parole est à Mme Josefina Blanco. Merci beaucoup, Olivier, pour cette question que j'aime beaucoup parce que je le dis depuis tout à l'heure aussi, on est un parti environnementaliste. Donc, je vais aller aussi avec plusieurs mesures qu'on veut mettre en place en rafale. Depuis les dernières années, les infrastructures, on les fait avec, quand on parle des parcs éponges, saillies drainantes, ce sont des infrastructures résilientes pour pouvoir absorber de façon plus optimale des eaux de pluie torrentielles qu'on voit de plus en plus. Ce n'est pas moi qui le dis, on le vit tous, c'est la science, c'est un fait malheureusement. Donc, on va doubler les investissements à ce niveau-là, de 15 millions à 30 millions de dollars pour pouvoir aménager plus des espaces éponges. On va continuer à protéger les milieux humides. On veut accélérer la restauration. C'est important. On veut continuer à casser du béton pour planter des arbres. Ça a été dit. C'est pour la qualité de l'air, c'est pour la canopée. Donc, on réduit notamment les îlots de chaleur. On va continuer à protéger et à aider les arrondissements aussi à protéger les milieux vers l'achat des espaces qui sont verts ou qui ne le sont pas. On a vu avec Projet Montréal plusieurs achats des anciens stationnements qui aujourd'hui sont des parcs permanents verts et on va lancer aussi un programme Réno-Résilience pour aider surtout les propriétaires qui habitent dans des zones plus vulnérables, qui sont susceptibles à des inondations avec un premier programme pour 5 millions de dollars pour qu'ils puissent vraiment faire les rénovations nécessaires pour rendre leurs bâtisses résilientes. Merci, Mme Blanco. La parole est à Mme Caroline Brown. Oui, alors, on est conscient de notre magnifique canopée à Outremont. Hein. On en est conscient, on l'aime, on est choyé de l'avoir et on l'entretient et on la finance d'ailleurs. Il y a beaucoup de nos investissements Outremont, on pense que c'est riche, mais c'est un microscopique budget et énormément passe dans la gestion de notre forêt urbaine. Pour votre information. Donc oui, il y a des inégalités entre les différents quartiers. Tu sais, je pense à Parc Extension à côté de chez nous. C'est assez exceptionnel, quartier super dense, riche en termes de culture et d'identité. Mais pensez au boulevard L'Acadie, là, c'est atroce, aucun arbre, c'est gris. Donc, il y a des fortes inégalités. On a l'intention de mettre en place un fonds de 10 millions annuels pour réagir rapidement en cas d'urgence. Quand il va y avoir des crises climatiques, on en a vécu une à peu près à chaque année dans les 4 dernières années. L'eau va devenir l'enjeu le plus immense pour l'ensemble de l'île de Montréal. On a des cartes de cuvettes maintenant. On sait où sont nos cuvettes. C'est un enjeu pour tout le monde, hein? Riche, pas riche. Les gens vont avoir de l'eau chez eux. Il va y avoir des refoulements. Ça atteint la sécurité puis la sanité de l'eau. Donc, il va falloir effectivement... Ce fonds-là va nous aider à adresser les cuvettes en premier. Allons de manière prioritaire, de manière logique. C'est où les endroits où il y a des plus grosses cuvettes puis il va y avoir le plus d'enjeux. Adressons à ces endroits-là. Évidemment, aménager des infrastructures naturelles pour absorber l'eau de pluie, comme l'a dit Josefina, va avoir un super bel impact sur l'ensemble de l'île et
en priorité dans les endroits vulnérables. Merci beaucoup, Mme Brown. On conclut avec M. Craig Sauvé. Merci. Donc, effectivement, il faut faire de verdissement massif partout à Montréal, avec un contexte d'équité territoriale également. Donc, comme vous l'avez mentionné bien, il y a certains quartiers où il y en a très peu de verts. Donc, ça, c'est de la discrimination aussi. Et on voit aussi que quand on verdisse, on embellisse. Et quand on embellisse, on augmente les prix aussi. Donc, l'éco-gentrification, c'est un risque. Donc, il faut s'assurer qu'il y a quand même de l'investissement massif aussi dans le logement communautaire, coopératif, OBNL, pour essayer de prévenir l'éco-gentrification également. Mais c'est un droit humain, je pense, le verdissement quand même. C'est une question de sécurité publique aussi. Quand on a les îlots de chaleur, il faut essayer de mettre des remparts contre ça. Donc, le verdissement massif, c'est la meilleure façon. Dans le sud-ouest, il y a une brigade climat, donc c'est une groupe des gens dans le communautaire qui, on donne un petit peu dans le sud-ouest, puis ils cherchent de l'argent, puis ils vont installer les clims dans les centres pour personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ceux qui sont au BNL. Donc, on va avoir cette conversation, il faut qu'elle commence maintenant, sur le droit à la climatisation dans l'été, parce que de plus en plus de personnes peuvent mourir par crise de chaleur aussi, puis on perd beaucoup de personnes en situation d'itinérance aussi due à la chaleur. Donc, c'est pas juste le froid extrême de l'hiver, mais c'est aussi la chaleur en été. Donc, on est vraiment dans les questions de sécurité publique vraiment profondes. Merci beaucoup, M. Sauvé. La dernière question du public et de notre échange sera posée par Jean-Philippe Laperrière de la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain. Oui, à vous. Bonjour. Je pense qu'on le sait tous, la faim progresse. On en parle dans les médias, on en débat très peu. Vous le voyez, je suis même une sous-catégorie. Alors, ça ne reproche pas, je suis content d'être là, mais ça reste qu'on en débat très, très peu. Et pourtant, les médias nous le disent, les étudiants sont affamés. 1 personne sur 5 souffre d'insécurité alimentaire. 35% sont des enfants. La vie coûte cher, mais c'est plus profond que ça. Donc, la question de mes membres, la table regroupe une 50aine de membres dans la lutte contre la faim. Donc, de quelle manière la Ville s'engage à mieux soutenir les organismes qui revendiquent le droit à l'alimentation et à la sécurité alimentaire? Et de quelle manière elle mettra en place des stratégies pour que les partis respectent ces revendications? Merci beaucoup, Jean-Philippe. Monsieur Craig Sauvé, la parole est à vous. Merci pour la question. Je sais qu'il y en a de plus en plus d'arrondissements, de groupes qui en parlent aussi. Le Sésame fait un job excellent aussi en termes de sécurité alimentaire. Un de nos candidats à Transition Montréal s'appelle Abdul Razik Khan. C'est le candidat dans Park X. Puis lui, ça, c'est son cheval de bataille. Vous savez, si vous savez, mais il a mis en place un système de dons alimentaires qu'il fait à chaque vendredi. Mais j'aime beaucoup son concept, puis je veux l'amener à Montréal parce que je trouve ça excellent. C'est de créer de plus en plus de coop solidaires en épicerie. Aussi des genres de places où on peut recevoir de plus en plus de l'aide alimentaire. Donc, je pense que la Ville peut être un excellent acteur pour financer ces genres de coop, ces genres d'OBNL dans tous les quartiers à Montréal pour avoir accès à la bouffe, soit gratuite ou soit à très faible prix. C'est comme la base de la base. Il faut un toit, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait sécurité publique, donc ça en fait partie. Donc, c'est un genre de modèle que j'aimerais voir davantage. Bien sûr, on va parler des jardins communautaires, jardins collectifs, mais la production n'est pas toujours à la hauteur maintenant, aujourd'hui. Il y a des beaux projets qui commencent à démontrer qu'on peut faire plus, mais je pense qu'un réseau des coops, d'épiceries solidaires, ce serait vraiment une des plus belles choses qu'on peut faire. Merci. Merci beaucoup, M. Sauvé. On poursuit avec Mme Josefina Blanco. Oui, merci beaucoup pour la question. Et puis je pense qu'on les sent tous. On parlait tout à l'heure de prix de l'épicerie. On voit que c'est difficile pour tout le monde, surtout après la pandémie. On le sait, avec la crise des logements, il y a un lien à faire. Les gens n'arrivent pas à payer leur logement, donc ils sont plus présents dans les services de dépannage alimentaire. Donc, la réponse est oui, on va être là pour continuer à soutenir les milieux communautaires. Puis, je vais là même parler, oui, de la ville, mais les rôles qu'on joue comme élus locaux dans les arrondissements, on les sait, on connaît les points de dépannage, les magasins partage. Donc,
on va continuer à soutenir des cuisines collectives, l'agriculture urbaine. Je pense qu'il faut multiplier les stratégies. Oui, l'agriculture urbaine, mais Craig le disait tout à l'heure, ça ne suffit pas. Donc, il faut soutenir la panoplie des services qui existent, cuisine collective et jardin communautaire, centre de dépannage, les magasins partage. Puis, encore une fois, il faut le faire de façon pluriannuelle, donner plus de stabilité, plus de prévisibilité aux organismes, plus de reconnaissance au travail quotidien que vous faites. On va être là. Merci beaucoup, Madame Blanco. On termine avec vous, Caroline. Oui, alors, bonne question également. Bon, évidemment, faciliter tout ce qui est d'agriculture urbaine sur les toits, les projets comme l'UFA, c'est positif, ça fonctionne bien. À Outremont, un petit exemple, on avait des bacs de sécurisation de rue qu'on remplissait de fleurs annuelles. On a adopté une politique pour que ce soit des jardinières gourmandes à la place. À la fin de l'année, on a approché un organisme qui fait une popote roulante, justement, pour qu'il récupère tout ce qu'il y avait, mais les citoyens pouvaient le prendre également. Ça ne coûte pas $1 de plus, là. Mais à la fin de l'année, il y a quand même des choses qu'on peut récupérer. On a fait un autre projet aussi. Nous, on a différentes communautés assidiques qui habitent, juives assidiques, pardon, qui habitent dans notre quartier. Pendant les fêtes pascales, pendant les fêtes de Pâques, eux, ils doivent jeter un nombre de nourriture exceptionnellement élevé. On a travaillé avec le groupe scout de notre quartier, Moisson Montréal. On a prévu une collecte chez les individus issus de ces communautés-là. On a récupéré plus de 300 kg de nourriture non ouverte et non périmée qu'on a redistribuée à Moisson Montréal. Donc, il y a plein de petites initiatives qui peuvent être faites comme ça. Évidemment, il peut y avoir des politiques plus high-level, le gaspillage alimentaire en restauration à Montréal est incroyablement gênant. Je veux dire, on voit des gens qui vont glaner dans les poubelles souvent. Donc, le pain, toute cette nourriture-là pourrait être récupérée, valorisée via des réglementations, puis de l'accompagnement avec les commerçants, de la redistribution par la suite. Puis ça nous ferait moins de poubelles aussi à gérer puis à payer, là, tu sais. Fait que, je pense que la circularité pourrait être faite très rapidement puis avoir un super bel impact sur la sécurité alimentaire. Merci beaucoup, Madame Brown. C'est déjà le moment du mot de la fin. Ça a été extrêmement intéressant de vous entendre. Donc, on avait prévu 1 minute, mais on est un petit peu en avance sur notre temps. Donc, une grosse minute 30 chacune pour conclure cet échange. On va commencer avec vous, Monsieur Sauvé. Et merci beaucoup au FRACA, merci aux groupes communautaires qui sont ici avec nous, merci aux membres du public, merci à notre animatrice et mes 2 collègues pour, je pense, une belle conversation avec beaucoup de bonnes idées. Pour cette élection, je pense qu'on a vraiment une opportunité en or pour briser la polarisation à l'Hôtel de Ville et de dire, ben, le statu quo à l'Hôtel de Ville, c'est pas acceptable. Donc, on peut avoir un nouveau parti, comme ce qui s'appelle Transition Montréal, qui va venir pousser le dialogue vers la gauche, vers des propositions audacieuses, progressistes. Et c'est ça que ça prend aujourd'hui, là, tu sais. On en parle des polycrises, donc trop de prudence ne va pas amener aux solutions qu'il faut, là. Il faut être plus osé, il faut être plus audacieux. Il faut parler lors d'une campagne électorale de taxer les riches. Il faut parler lors d'une campagne électorale des droits humains. Il faut parler lors d'une campagne électorale de se dire non à la privatisation et oui, appuyons le système public, non à l'austérité et oui à l'investissement. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On va continuer d'être là. Et j'espère d'échanger avec vous après, puis on va se voir après cette élection, je pense, avec un nouveau conseil municipal, avec une forte présence de progressistes, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sauvé. La parole est à Madame Caroline Brown. Oui, alors ça, c'est la minute 30 du pitch politique. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est vraiment agréable, puis c'était un échange quand même... je pense, relativement authentique. Donc, et merci également à Craig et Joséphina. Mon pitch politique, je le débute maintenant. Alors, oui, je vous partage qu'après 8 années d'une même administration, c'est peut-être sain, un vent de changement sur l'île de Montréal. Il y a eu quand même certaines choses, une augmentation de la crise humanitaire de l'itinérance. On ne va pas juste le mettre sur les épaules d'un parti. Mais c'était le parti en place pendant que la crise a pris une ampleur extraordinairement immense telle qu'on la voit actuellement. Il faut l'adresser de front. Il faut que ce soit la priorité de peu importe qui va être là. Et je suis d'accord avec Craig. Changeons cette ambiance à l'Hôtel de Ville de Montréal. Travaillons en collégialité. Oublions les partis politiques dans lesquels on va être élu une fois qu'on soit élu. Puis
On s'en rappellera quelques semaines avant les prochaines élections, mais moi, je nous invite tous à les oublier et travailler tous ensemble pour le bien commun. Et on a du gros travail à faire à Montréal. Montréal fait face à d'immenses défis. Il y a eu beaucoup de gentrification et il faudrait que ça cesse et qu'on soit capable d'avoir une ville plus calme, plus douce, plus propre, plus sécuritaire pour tout le monde, où tout le monde se sent bien et soit heureux. Merci. Merci beaucoup, Mme Brown. Le mot de la fin est à Josefina Blanco. Merci beaucoup. À mon tour de remercier encore le Fracas pour l'organisation de cet événement, de votre présence, Craig, Caroline, merci. Je pense que l'échange, ça s'est bien passé. Mais c'est aussi à mon tour de vous dire pourquoi continuer avec Projet Montréal. Je l'ai dit tout à l'heure en présentation, Projet Montréal, c'est une partie progressiste. Projet Montréal, c'est une partie féministe. Projet Montréal, c'est une partie écologiste. Et on a l'expérience d'agir, d'être pragmatique, de trouver des solutions. On fait face à des crises qui sont multiples. Et je suis fière de faire partie de l'équipe qui a une équipe très diversifiée, paritaire, qui représente la population montréalaise. On a des gens qui ont de l'expérience, on a des gens qui arrivent, qui ont de la relève, qui viennent de tous les milieux, que ce soit communautaire, économie circulaire, de l'art, de la culture. Donc, je suis confiante que notre parti, c'est le parti le plus compétent pour poursuivre avec les défis auxquels Montréal fait face. Et comme vous l'avez entendu, nous n'avons pas de slogan, on propose que des solutions. Aujourd'hui, j'essayais, lors de mes réponses, de vous proposer des solutions concrètes pour vous donner le goût. Tout ça, ça se retrouve dans notre plateforme. Allez la lire, vous allez voir, Projet Montréal est le mieux placé pour continuer à la ville de Montréal. Merci. Merci beaucoup, Madame Blanco. Donc, c'est ce qui met fin à notre échange. Je voulais vous remercier toutes les personnes dans la salle, les personnes en Zoom aussi qu'on n'a pas entendues, mais qui étaient avec nous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous trois pour vos échanges qui étaient en effet, je crois, authentiques et bienveillants et respectueux. Ça a été un plaisir de vous entendre. Je céderai la parole pour une dernière fois à Olivier Gauvin de la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida pour le mot de clôture. Oui, ben merci à tout le monde d'avoir participé, de vous être prêté au jeu aujourd'hui. C'était super intéressant. Donc, évidemment, merci à toutes les personnes qu'on a contactées pour venir poser des questions, à toutes les personnes qui en ont laissé sur la plateforme d'inscription. On y donnera suite, comme je vous disais plus tôt. Il y a tellement d'enjeux qu'on aurait pu aborder qui n'ont pas été parlés aujourd'hui. On parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé beaucoup de l'accès à l'eau dans les parcs, d'installations sanitaires, de choses comme ça. Donc, ça va être quoi les suites de cet échange-là? Parce que là, c'est bien beau. On a entendu des candidats nous parler de plein de choses qui sont dans leur plateforme. Eh bien, les suites, c'est que maintenant, on a des engagements, on a des choses qui nous ont été dites qui sortent des plateformes des candidats. Et nous, pendant les 4 prochaines années, notre rôle comme groupe communautaire, la transformation sociale, on va talonner les personnes qui vont être élues et on va les tenir au mot de ce qu'ils nous ont partagé aujourd'hui. C'est ça, la démocratie. Donc, ça va être ça la suite. Ensuite, nous, pour le Fracas, ça va être quoi la suite? Bien, évidemment, on organise toujours une activité pour le 20 février, Journée de la justice sociale. Je vous invite à suivre nos réseaux pour vous tenir au courant de tout ça. Et, ben voilà, je vous souhaite bonnes élections et une bonne journée.